sur ce jingle épique, bienvenue dans Critique biaisée. Par les soleils de Tatooine, nous avons Cassian le Magnifique qui joue les baroudeurs sur Disney+, qui nous vend du Star Wars encore plus et toujours, de la rébellion et comme un petit air de cours de philo ou juste une promotion de l'Empire. C'est ce qu'on va essayer de déterminer pour cette saison 2 de Andor dans Critique biaisée. Donc aujourd'hui, on a regardé ça pour vous, c'est tout fraîchement terminé, ça nous emmène tout droit sur Rogue One, si vous ne l'avez pas vu, et tout, c'est un peu le préquel, hein, n'est-ce pas ? C'est sans doute le seul Star Wars qui vaut la peine d'être vu sur ces 10 dernières années, et on va en savoir ce qu'en pense notre fidèle troupe de Critique 60 dernières biaisée. années. Hein. Je sais pas pourquoi t'arrêtes à 10, je suis désolé, je te coupe, mais on peut commencer au premier. Hein. Donc il n'y a pas 10 ans. On va pas lancer. Allez, voilà, Romain a décidé. Non, il veut faire des vues, il veut faire des vues, il veut faire du bad buzz, il veut faire du bad buzz, il fait son rageux. Je ne vous ai pas introduit. Vous n'avez pas aujourd'hui. Le débat n'est pas lancé. J'attends que tu m'introduises. Vous n'existez pas. Je voulais d'abord faire un disclaimer, puisque je voulais conclure cette phrase par dire que j'étais avec notre fidèle troupe de critiques biaisées, dont la langue maternelle reste à déterminer. Nous avons eu la chance d'être poussés par les algorithmes. Salut, chers auditeurs, nouveaux arrivants, etc., qui ne connaissent pas forcément Critique biaisée. Critique biaisée, c'est pas un podcast de prof. C'est pas un podcast où vous allez apprendre des trucs sur le cinéma, parce qu'on n'y connaît absolument que dalle. Mais c'est plus si vous avez envie d'avoir des avis plus ou moins éclairés, hein, des personnalités qui vous donnent un peu ce qu'ils ont dans les tripes, pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc, voyez-le comme une discussion barbecue, comme pas du tout comme une conférence TED. Si on se gourre sur un détail, tant mieux. Au pire, vous nous le faites dire en commentaire. Et ça, c'est vachement cool pour le coup. Ça nous permet d'apprendre des trucs. On a notamment une personne d'un studio assez connu qu'on aimerait bien faire venir à l'épisode qui nous a fait un commentaire éclairé et éclairant. Donc, n'hésitez pas. Mais en ce qui s'agit de la langue maternelle de notre ami Pierre, hein, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à garder ces commentaires pour vous, puisque moi le j'aime français... bien. Continuez quand même, c'est rigolo. Mais c'est pas ma langue Avec maternelle. Benjamin, ça nous fait marrer quand même, donc continuez. Nous allons sans doute faire un épisode en anglais, n'est-ce pas ? Donc voilà, donc installez-vous. C'était le petit coup de gueule de tous les internets, hein, forcément. Après, 100%. Il y a un truc à corriger critiques. quand même. C'est-à-dire, on n'est pas en mode TEDx ambiance. Ça dépend. S'il y a Olivier. Alors là, c'est une partie du podcast. Du coup. Là, on Olivier apprend des choses. Olivier est le seul expert, mais il n'est pas sur Andorre. C'est pas trop sa cam Star Wars, mais Olivier, si tu nous écoutes, on pense à toi. Ton éclairage sur l'Empire nous manque, donc n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, hein, n'est-ce pas ? Il y aurait des choses à dire sur les droïdes. Mais, mes chers amis, alors je le montre à la caméra, vous le voyez pas, c'est un masque d'esquier d'Expédition 33, le meilleur jeu vidéo de ces 10 dernières années après Baldur's Gate ou au même niveau peut-être. Nous allons commencer ce petit tour de table, désolé pour cette introduction un peu longue, restez, hein, c'est bien pour les vieux, restez sur ce podcast, nous sommes là, Andorre, saison 2. Donc, pour introduire la troupe de critiques biaisées qui a déjà été suffisamment vocale, je voulais vous demander quelque chose et vous dire bonjour. Si vous deviez planquer un micro-espion, parce qu'il s'agit de résistance, n'est-ce pas, d'espionnage de l'Empire. Si vous deviez planquer un micro-espion impérial dans un objet du quotidien, vous le cacheriez dans... Et je vais demander immédiatement la réponse de Benjamin. Bonjour Benjamin, et où est-ce que tu planquerais ce micro-espion ? Bonjour Thomas. Bonjour. Eh bien, comme tu peux le voir, ma stature, mon physique, ma corpulence, mon faciès, mon charisme m'impose de cacher le micro à un seul endroit, dans mes cheveux. Putain, c'est la meilleure réponse. Meilleure intro, meilleure réponse. L'intro pour était nos un chers peu auditeurs, oui, un peu pompeuse. Mais pour nos chers auditeurs, Andorre, sachez que je suis chauve comme un cul. Voilà. Un trait de feutre. Un cul, un berbe. Ça dépend les cubes, Non, bien mais sûr. ça y Non, est. mais en fait, du coup, oui, ça Non veut mais pas... ça y est, on va être censuré par les J'ai plateformes. vu des culs avec poilus. encore Il fallait que je mette le mot cul, bitch, chat de poil, un truc comme ça dans les 4 premières minutes. Mais Et le parce que tout le monde s'attendait à ce que tu le mettes dans ton cul, le micro. Donc, C'est bien effectivement. de les avoir voilà. fait dès le début. C'est bien de les avoir fait dès le début. Merci Benjamin. Pierre, justement, est-ce que tu le mettrais dans tes cheveux ? Alors, non, ni dans ceux de Benjamin, malheureusement. Moi, l'idée de génie que j'ai eue, parce qu'effectivement, je pense que c'est la vocation que j'ai ratée, celle d'espion, ce serait de le mettre dans un animal de compagnie, dans un chat ou dans un chien, à l'intérieur. Okay. Et là, il entend tout. J'appelle la péta. Ça va pas, Pierre, t'es... Je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas la principale concerne. On rappelle que ce mec-là, des il a gens un dans chat. Star Wars au niveau de l'Empire, tu vois. La santé chats, des animaux, ils s'en foutent un peu, quoi. Ça va pas, Pierre. Hein. Non, mais voilà, à chaque épisode de critique biaisée, une polémique. Qu'est-ce que tu fais avec tes chats, Moi, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour renverser l'Empire, c'est tout, pas vous. Non, c'est triste et beau à la fois. Ouais, Romain, je sais pas. toi qui as 2 chats qui sont suffisamment corpulents pour avoir Oui, mais l'intégralité d'un micro-perche. Que j'ai gardé il y a pas longtemps. Ah, d'ailleurs. c'est que je me pose des questions, là. Vraiment. Waouh. C'est tout ce qui se passe chez toi. Qu'est-ce qu'a dit Romain hier soir Elle est bonne, la Pierre, bolognaise Est-ce que tu m'entends, Pierre, là ? Pierre. Attends, il y a de l'écho. Moi, je le cacherai
dans des petites capsules de café, tu sais. Les trucs, les gens, ils en ont 10 000 là. Tu sais, les gens qui aiment pas le café, qui achètent du Nespresso là. Et ils en ont 10 000 sur leur table là. Et ils les boivent pas parce que c'est pas bon. Donc du coup, ça reste, tu vois. Hop là. Et voilà, on est bon. Pas mal. Mais pourquoi pas dans un grain de café direct, vu que tu travailles notamment chez un torréfacteur. Voilà, ça pourrait être intéressant. Ok, excellent. Les amis, nous avons fait une intro un petit peu longue, donc nous allons enchaîner de suite sur qu'est-ce qu'est Andor. Et qui de mieux placé pour expliquer ce qu'est cette série magnifique ou pas du tout. Nous allons le savoir à la fin de cette petite heure. Nous espérons faire 45 minutes, pour info. Les heures en général sont un peu longues. Mais allons-y. Pierre, peux-tu nous dire ce qu'est Andor et en français, le synopsis, s'il te plaît, en anglais dans le texte. Alors, Andor, c'est une série qui traite de la naissance et de l'évolution de la rébellion et qui se déroule entre l'épisode 3 et l'épisode 4 de Star Wars. C'est quelque chose qui essaie de mettre un peu en lumière tout le jeu d'ombre qui s'est déroulé entre cette espèce de guerre secrète qui a mené et mis en place les bases qui serviront la rébellion et l'avènement de Luke Skywalker, mais qui se perd un peu à aller chercher tout ce qui est un peu gris, tout ce qui est un peu sombre, pourri, et montrer vraiment tout ce que t'as pas envie de voir de la rébellion héroïque. Là où t'as tes pilotes de X-Wing qui reviennent vainqueurs, tu retrouves l'espion qui a assassiné des gens sûrement innocents parce qu'il devait laisser aucune trace, des trucs comme ça. Et ça vient un peu chercher une partie de l'univers qui est pas du tout exploitée. Et pour pas en dire trop non plus, je pense que je vais m'arrêter là. Mais ok, non, mais très bien, très bon synopsis. Donc regardez-le sans avoir, si vous avez marre de Star Wars ou si vous n'avez jamais vu Star Wars, mais vous pouvez le regarder. Donc petite dédicace à Romain qui est Star Warsophobe. Nous l'avons appris, nous allons avoir son avis dans quelques secondes. Donc n'hésitez pas, c'est une très bonne série. Et à partir de maintenant, nous allons rentrer dans les spoilers. Donc chers amis, si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez arrêter Critique Biaisée ici et reprendre dès lors que vous aurez regardé la saison 1 et la saison 2. Ce qu'il faut compter à peu près une vingtaine d'heures, dont quelques heures de sieste. Mais cela étant dit, nous allons de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que Andor saison 2 fait le taf ? Et la question que j'aimerais vous poser, c'est Disney, parce que ça a quand même pas mal changé, qui nous pond du contenu Star Wars tous les 4 matins et qui commence vraiment à nous agacer, pour rester poli. Est-ce qu'avec Andor, c'est un top ou c'est un flop ? Est-ce qu'ils réussissent leur pari de réussir, de faire un pas de côté et de réussir à créer un contenu tout à fait original et qui plaît notamment aux gens qui sont pas forcément fans de l'univers et de Star Wars dans son ensemble. Je vais commencer parce que je sais qu'il a un esprit très critique, très acéré. Je suis curieux, parce que nous ne faisons pas de podcast avant le podcast, de savoir ce que Romain en a pensé. Est-ce que pour toi, ça a fait le taf ? Est-ce que ça t'a complètement saturé ? Direct. Comment as-tu ressenti ce voyage ? Bon, écoute, déjà, on va poser les bases parce que, bon, Star Wars, pour moi, je vais pas mentir, j'en peux plus depuis un petit moment. J'ai globalement toujours trouvé ça très surcoté. Donc là, je vais m'attirer des foudres de plein de gens. Mais tant pis, beaucoup de fanservice, des sabres laser à gogo. Bref, vraiment, j'en pouvais plus. Ça m'a jamais trop attiré. Mais là, alors Andor, j'ai pas regardé toute la saison 1 parce que je pensais que j'aurais pas le temps de tout mater, mais en fait, j'aurais eu le temps. Du coup, je me suis arrêté un tout petit peu avant la fin. J'ai maté les 3/4 de la saison 1, du coup. Et après, je vais remater un petit résumé pour voir la fin. Et après, je me suis mis à la saison 2. La saison 1, j'ai pas trop aimé. Je l'ai trouvée hyper lente. Pour le coup, on se perdait un peu dans la saison 1. Et la saison 2, j'ai été agréablement surpris. Au final, j'ai vraiment apprécié. Là où je trouvais que Star Wars tournait en rond, ils ont vraiment su faire quelque chose de bien. T'as vraiment un empire qui fait flipper. C'est vraiment... Toi, t'as pas l'impression de battre une pub pour une Funko Pop, tu vois. C'est vraiment, ils te veulent pas te vendre un mug avec Baby Yoda. Très cool. Je l'ai vu en 3 jours pour le coup. Donc je m'attendais vraiment, j'y allais mal au ventre. J'ai pas envie. J'en avais parlé, Tom. Mais j'ai reçu 10 DM en disant je veux pas y aller. je veux pas venir. Non, tout est pas mal. Je trouve on sent qu'il y a un vrai prix psychologique, c'est de la révolte. Voilà, tout est compliqué. Le rythme est bon. Je sais qu'il y en a qui ont trouvé ça lent, moi ça me dérange pas. J'adore White Lotus, donc ça colle. Contrairement à certains ici. Mais du coup, moi la lenteur me dérange pas plus que ça. J'ai trouvé que c'était bien amené. En vrai, j'ai vraiment apprécié la saison 2. Là où je me suis même dit, je vais regarder Rogue One derrière, tu vois, pour me rappeler voir ce qui se passe. Tu l'avais vu Rogue One ? Tu l'avais vu Rogue One ?
Oh oui, je l'ai vu, Rogue One, pardon. Ouais, bien sûr. Mais du coup, je l'ai vu à l'époque où, enfin, entre 3 et 4, pareil, là, avec toute l'histoire et la backstory, c'est intéressant à revoir. Contexte, je pense. C'est clairement le préquel pour moi. Et, enfin, de toute façon, c'est un préquel et ça donne clairement envie de relancer après. Un avis sur lequel je m'attendais pas, mais l'avis duquel je m'attends, on va passer des antipodes. Hein. Pierre, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison, de toujours aussi fun? White Lotus, j'ai trouvé ça nul à chier. Ça interroge beaucoup sur pourquoi tu n'as pas aimé White Lotus, si tu as aimé Andor, mais on en reparlera. Mais non, mais parce que simplement, moi j'aime quand ça prend son temps, mais quand ça prend son temps pour raconter des trucs que j'ai envie d'entendre. C'est-à-dire que des histoires de White Trash Family de l'Amérique profonde, je m'en bats un peu les couilles, si tu veux. Par contre, effectivement, avoir un peu un petit aperçu des coutumes de planètes complètement imaginaires, de voir un peu comment l'univers est pensé, de voir ce qui se passe pour les personnages que tu as appréciés de la saison précédente, j'ai des attaches qui me laissent m'accrocher au truc, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour White Lotus. Mais non, en soi, j'ai ressenti quand même un tout petit peu de lenteur au début, je suis assez d'accord. Et notamment tout le truc du mariage, moi, c'est vraiment l'arc qui m'a le plus saoulé. C'est celui où je jouais à Rocket League en même temps que je regardais. Mais après ce passage-là, vers le 4-5, moi, j'étais à fond dedans. Effectivement, il y a une espèce de crescendo dans les derniers épisodes. Non, franchement, pour moi, ça réussit très, très bien. Ils arrivent à raconter une histoire qui aurait pu réussir dans n'importe quel autre univers, qui profite de Star Wars, mais sans balancer du fanservice en veux-tu en voilà. Il n'y a pas de sabre laser, il n'y a pas de Dark Vador, il n'y a pas de la Force par-ci par-là. Il y a une scène qui parle de la Force, et franchement, elle n'est pas exagérée. Donc franchement, le plot est bien ficelé. Moi, j'ai vraiment très peu de choses. Enfin, j'ai un truc négatif à dire, mais je le garderai pour plus tard, parce que c'est plus intéressant dans un autre segment. Ok. Donc, franchement, non, c'est gros surkiff. Très cool. Mais super. Benjamin, à ton tour, est-ce que pour toi ça a fonctionné? D'ailleurs, par rapport à Star Wars, toi t'es plutôt, parce que je connaissais l'état de Romain, plutôt t'es plutôt un Obi-Wan Kenobi ou un Baby Yoda, quoi. Tu vois, quelle est ta stature? En fait, pour moi, Star Wars, c'est un truc qui aurait dû mourir il y a très longtemps. Enfin, tu sais, c'est le coup de tirer une légende jusqu'à ce qu'elle devienne horrible. Tu épuises le héros, ça devient le méchant du film, quoi. Et là, pour moi, Star Wars, c'est ça. Au début, c'était génial. Je pense même que tu pouvais t'arrêter avec l'histoire que racontait la première trilogie qui est sortie. C'est bien d'avoir fait la prélogie, ça donne du contexte, ça donne un peu de corps et de cœur à toute l'œuvre. Les 3 derniers servent à rien, vraiment, ils sont inutiles comme au possible. Et tout le contenu autour, je trouve pas intéressant, je trouve pas nécessaire, tu vois. Donc, moi, quand je suis allé, j'étais un peu comme Romain au début, très ça va être de la merde, comment je vais faire pour m'en sortir. Et pour le coup, moi, j'ai pas eu l'approche de Romain, c'est-à-dire que c'était de la merde. J'ai pas eu ce côté où je me suis délivré, quoi. Donc les premiers épisodes surtout, en fait, ils m'ont fait mourir d'ennui. Je ne voyais pas où ça allait, je voyais pas ce que ça construisait. Et pour moi, je me suis même, ça se délivre mieux sur la fin, donc j'ai un avis qui est un peu plus tiède quand même. C'est pas de la haine pure. Il y a des vraies scènes, je trouve très intéressantes, même des scènes de génie, je trouve, que j'ai pas revues dans d'autres séries. Je trouve extrêmement bien exécutées. Et j'aurais voulu en voir beaucoup plus comme ça. Comme quoi, du coup, plus tard. juste un petit exemple. Notamment toutes les scènes d'espionnage. Les scènes où Cassian se fait passer pour un gars qui prend un alias et tout, la façon dont c'est fait, la façon dont c'est joué, les propos qui sont tenus, je les trouve super bien, intelligents, réalistes, etc. Et honnêtement, la série aurait été 50% comme ça, j'aurais adoré. Je pense vraiment, j'aurais adoré. Mais tout, en fait, en gros, ce qui m'a déplu le plus, c'est tout le côté politico-politique que met cette saison en avant. Parce que je trouve qu'il n'apporte rien, il est plat, et qu'on l'a déjà vu 75 000 fois dans Star Wars, en fait. Je n'apprends rien avec Andor saison 2 sur le plan politique. Donc voilà. Ok, donc tiède, quelques fulgurances, mais pas, voilà, t'es resté un peu de marbre. Ça m'a plus énervé parce que je me suis dit, putain, ils savent faire des bons trucs, pourquoi ils en font pas plus, quoi? Ils savent le faire. Tu vois, j'entends. Et sachant que t'avais pas regardé la saison 1, toi, avant. J'avais regardé, c'est ça qui est très drôle, c'est que j'ai regardé la saison 1. Mais tellement, oui, la saison 1, je l'avais matée. Et en fait, elle m'a tellement il s'est tellement rien passé pour moi, émotionnellement, intellectuellement, que j'ai oublié que je l'avais regardé. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que j'oublie que j'ai regardé quelque chose. Après, il y a l'âge aussi qui explique certaines choses. Enfin bon. Pour le coup, la saison 1, je la trouve vraiment moins bonne. Hein. Pour le coup, mais largement. Mais tu l'as pas fini. Mais j'ai fait 3 quarts. Vraiment, il manquait 3-4 épisodes. Ouais, mais en fait, t'as 8 épisodes de l'enfer. Mais du coup, c'est 8 quand même. 8 sur 12.
c'est Mais non, pareil mais t'aimes pour pas les cette- séries qui c'est- prennent leur temps, je comprends. T'aimes Ah, pas bah quand il y a ouais, non, mais ouais. l'exposition, Non, mais quand c'est pas ça le cas met- pour la quand saison ça 2, met en par place un exemple, tu vois. plot, etc. Bah, si, C'est- si, Non, c'est la saison exactement 2, pareil t'as pour pas le 8 coup. épisodes qui sont. Non, je suis pas Bah, d'accord. t'en as 6, quoi. Je trouve que c'est la T'as même la structure. moitié. Ouais, non. T'as la moitié. Bah, je vais Mais donner- moi, je vais donner mon elle m'a avis. vraiment moins ennuyé en tout cas. Mais le début de la saison 2 m'ennuie beaucoup moins que le début de la saison Bah, 1. Il y a moins de personnages, par contre. Il y a moins de personnages, donc tu te perds un peu moins. Ah, peut-être, en C'est- fait, aussi, mais- pour moi, c'est du pareil au même. Ils ont, Ah ouais, et j'étais très inquiet parce que quand j'ai commencé à lancer Andor saison 2, je me suis fait chier comme jamais, quoi. Et moi aussi, j'adore l'exposition, White Lotus, tout ça, enfin, les trucs qui prennent leur temps. Je suis en plus intéressé par les univers comme ça, tu vois. La SF, j'adore. Star Wars, j'ai été un fan de la première heure. Donc, un truc qui va rentrer dans le détail et m'amener des choses. Normalement, je suis poteau pour, mais j'ai trouvé ça lent. J'ai trouvé des scènes complètement inutiles. Tu mentionnais la scène du mariage, Pierre. Il y a plein de petits éléments de thread qui développent qui, moi, me touchent pas du tout, que je trouve complètement inintéressants. Donc Et tu du coup, reviens qui jamais tuent le d'ailleurs. rythme. Non, oui, complètement. Et du coup, ça tue le rythme. Et c'est comme s'il lance des threads et puis il les stoppe à un Ouais. moment, enfin, et sans y revenir. Et il n'y a pas d'impact sur l'histoire. Il cut le truc. En plus, il y a des sauts dans le temps très forts. Donc ça, normalement, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais ça m'a pas tant dérangé dans Andor saison 2. Mais il y a le rythme qui est vraiment, vraiment pernicieux sur la toute première partie. À partir de la deuxième partie, c'est là où ça s'accélère un petit peu. Tu as des dénouements. Alors, c'est comme toute série où tu as énormément de mise en place. Il faut cette mise en place pour qu'il y ait un gros dénouement, un climax. Mais là, je trouve que le climax, il aurait pu être atteint au bout de juste un épisode qui te met un petit peu. Un épisode dédié à l'espionnage. Je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Family. Toutes ces scènes-là, ce truc de tension autour de Cassian, le bureau des légendes version Star Wars, ça me plaît beaucoup, tu vois. Mais ce ramassis d'univers, de storyline qui se lance à droite, à gauche, même l'histoire d'amour avec Bix, je la trouve nulle à chier. D'ailleurs, ça conclut là-dessus. Enfin, il y a plein de déchets sur un truc qui aurait pu être génial. Et après, les épisodes où il n'y a pas de déchets, c'est-à-dire les épisodes où ils se focusent vraiment sur quelque chose d'intéressant, notamment pour moi, mon épisode préféré, c'est celui de la mort du maître des espions, là, je sais plus son nom. Lutan. Voilà, de Lutan, je le trouve extrêmement bien écrit, extrêmement bien rythmé, extrêmement bien amené, et ça me fait un peu ces épisodes un peu, tu sais, hors série dans une saison, un peu comme dans Last of Us saison 1. D'ailleurs, on fera Last of Us. Ah non, je dois pas le dire. Teasing, Last of Us reviendra à la fin de cet épisode. Mais tu sais, ces petits trucs hors série dans une saison avec un rythme particulier, même si bon là, Lutan est très présent dans la saison 1 et cette saison-là, mais ça m'a beaucoup plu cette exposition différente, ce rythme différent et ce dénouement en un seul épisode. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ouais, ça y est, enfin, je suis embarqué dans cette saison, même si j'avais bien aimé les 2-3 déroulés avant. Donc, tout ça pour dire que c'est une saison qui prend pour moi beaucoup trop son temps, qui est chiante à mourir sur la première partie, un peu comme j'avais ressenti sur la saison 1, où ça se dénoue dans les 3 derniers épisodes. Donc, c'est ceux que t'as pas vu, Romain, donc je comprends que t'aies détesté la saison 1. Ouais, mais Et, du coup, j'ai pas ressenti sur la saison 2. Donc, du coup, en vrai. Ouais, c'est étonnant parce qu'elle est chiante à Mais c'est mourir vrai que sur c'est un toute la tout première petit peu partie. plus tard dans la 1. De mémoire, c'est vrai que c'est Ouais, genre Voilà, vraiment les 3 derniers épisodes de la Ouais, 1 où ça super. pète. Enfin, t'as un milieu Le avec dernier. l'espèce de coup là dans. Je sais plus ce que c'est la voir les planète. c'est 5 ça. dernières minutes du dernier épisode. Mais c'est un peu ça, et c'est exactement ça. Et C'est pour ça que une j'avais scène peur. post-générique, les gars, je vous l'ai pas dit d'ailleurs. C'est Mais vraiment. presque. Ah Non, bah, le dernier épisode de la saison 1 est très bien. Et Ah, c'est mais ça qui d'accord, m'a dit, ah putain, la série J'aurais est dû bonne. regarder que ça. Mais du coup, Ouais. mais c'est ce que je te disais. Et pour moi, la saison 2, elle est du pareil au même, sauf qu'ils le font à la moitié de la série. Mais donc on va continuer un petit peu. Et j'aimerais rentrer un petit peu dans les détails. J'en ai donné beaucoup pour ma part. Mais si on se met tous d'accord, c'est une saison enfin, c'est une série, même si on généralise, qui est quand même à côté de Star Wars. Et du coup, Benjamin, tu mentionnais l'espionnage. Pierre, tu mentionnais ce côté gris. Romain, t'as même aimé, alors que Star Wars, l'univers en lui-même te t'irrite un petit peu. Donc on peut dire que le pari est quand même réussi d'avoir pris un truc extrêmement connu de la pop culture, de l'avoir décalé et d'avoir réussi à rentrer dans certains détails d'un lore qui était à bout de souffle, enfin qui est à bout de souffle, parce que tous les autres séries, épisodes, films sont globalement à chier maintenant, quoi. Enfin, pardonnez-moi c'est clair. du français, quoi. Et en plus en respectant l'univers, et c'est ça qui est fort, parce que le problème de tous les trucs Star Wars qui sont sortis, c'est que tu sais que 90% du temps, les mecs qui écrivent et qui dirigent n'en ont absolument rien à foutre du truc sur lequel ils travaillent. Mais là, tu sens qu'il y a un amour pour la source, et ils essaient de raconter une histoire qui se passe dans Star Wars sans feed de fanservice et en respectant l'univers dans lequel ça se déroule. Et ça c'est rafraîchissant. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas de trop. Romain, tu disais, ça va pas te vendre des pluches ou des mugs. On ressent pas du tout ça. Et malgré le fait que ce soit Disney, Disney+, etc., il y a un vrai. C'est retour un peu au cœur de ce truc-là, quoi.
enfin de Star Wars. Et du coup, c'est assez chouette. Bah, on va continuer à rentrer un petit peu dans les détails. Je serais curieux d'avoir un petit peu vos scènes favorites ou vos épisodes favoris. Moi, j'ai mentionné le mien avec Luten et la fin de ce géant de l'espionnage à qui la résistance doit tout et d'ailleurs qui n'est pas honoré comme il devrait l'être. Et ça montre aussi plein de choses. Enfin, moi, vraiment, l'intérêt, la lecture sous-jacente d'Andor, c'est la fatigue de la résistance, tout ce qui est fait et qui ne se sait pas, toute la galère qu'il y a derrière ça. Enfin, c'est vrai, ça, pour le coup, ça m'a touché. Et vous, du coup, je serais très curieux d'avoir un petit peu vos meilleurs ressentis. Et je vais commencer par Benjamin, vu que tu n'as pas aimé, et que tu as quand même dit qu'il y avait des fulgurances, des trucs qui t'ont marqué. Quelles sont les scènes, les trucs qui t'ont un petit peu fait rêver? Du coup, c'est sûrement parce que je l'ai vu en dernier, mais c'était la scène où Kayla, donc l'assistante de Luten, elle va le sauver, entre guillemets, dans l'hôpital. Moi, je voyais très bien où ça allait amener. Enfin, il y avait, tu vois, pas de doute. Mais j'ai bien aimé la construction de l'épisode parce que déjà, ça fait partie des scènes un peu, entre guillemets, d'espionnage, tu vois, où il y a de la filtration, il y a de la stratégie pour approcher, etc. Tout le monde n'est pas con comme un balai, donc ça a de la tension, il y a de la tension, c'est intéressant. Et j'ai bien aimé l'introduction des flashbacks aussi dans cet épisode où on raconte un peu son enfance avec Luten et tout. Je trouve que ça donne beaucoup de corps au personnage. Je trouve ça extrêmement dommage, cela dit, que ça arrive à ce moment-là de la série. Parce que c'est à la fin qu'entre guillemets, tu sais qui sont ces personnages au moment où tu ne les verras plus. Oui, ils disparaissent. Donc, Ouais. c'est un peu dommage, quoi, du coup. Ah ouais, Mais j'aime ouais, bien. bon épisode, Ouais, bien moi aussi, rythmé. ouais. Ça te prend au Voilà. dépourvu, justement. Ok, très cool. Ouais, mais exactement. Moi, je pense que c'est un bon procédé pour le coup, et j'ai bien aimé cette scène aussi, où t'apprends sur la fin en fait qui ils sont, et en fait tu les vois naviguer pendant toutes les 2 saisons, et sans avoir trop de contexte, tu les comprends juste par leurs actions, mais là tu comprends un cran plus loin, et qu'on te donne ça comme une délivrance, j'ai trouvé assez cool. Enfin, ça, c'est cool. Très chouette, on continue. L'idée, c'est que ce soit des petits moments, c'est très bien. On essaie de raccourcir un tout petit peu nos épisodes, donc c'est très bien. Pierre, toi, ton moment favori? Ouais, je suis désolé, mais du coup, c'est la même chose. Enfin, ça fait 3 fois qu'on a tous les mêmes moments préférés, mais pour moi, c'est l'éclair de la série. C'est vraiment c'est ces flashbacks et l'hôpital, parce que effectivement, comme tu viens de le décrire, le fait que ça donne de la profondeur à un duo qui en plus moi fait partie de mes 2 personnages. Enfin, je pense que c'est mes 2 personnages préférés de la série, et ils avaient effectivement tout ce sous-titre où tu comprenais qu'il y avait un passif de fou, mais que tu l'avais pas sous les yeux. Et dans le moment où c'est le plus important, le découvrir petit à petit, alors que t'es teasé tout le long, et le rythme est bon, comme a dit Fumby. Et moi, c'est ça effectivement où d'ailleurs je suis surpris parce que je pensais qu'il allait traiter tout le monde de débile dans la série, comme il fait à peu près toutes les analyses qu'il a. Mais non, l'attaque est ultra bien structurée, elle est smart, elle utilise les atouts qu'elle a au bon moment, alors que tout le long, effectivement, je me dis mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire quoi? Et elle arrive à régler le truc avec brio, et enfin vraiment tout entre rythme, les images qu'on te montre, l'émotion que ça génère. Moi, c'est les moments où j'ai tiré une petite larme aux yeux, quoi. Ah, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a eu des larmes? Moi, j'en ai eu aucune, moi. J'avais sûr de voir chaque fois. C'est la tradition. Tu pleurer à chaque série, non, c'est une dinguerie. Mais ça, c'est mon péché mignon. Ce genre de perso en mode mentorat, t'en as un qui meurt et l'autre qui vient régler le truc. Enfin, moi, c'est le genre de truc qui me touche. Donc, ça marche. Par contre, foutre un micro dans le cul de ton chat, ça te touche pas trop, a priori. Non, mais ça a touché le tien. Aïe, aïe. Tu m'entends là? Continuons. Romain, toi, ton épisode favori, enfin ton moment favori. Alors moi, du coup, c'est quand Kayla, elle va à l'hôpital, là. Vous savez, à la fin. C'est qui Kayla? Le mec, il a même pas les bons noms. Les personnages sont pas débiles. C'est pas Kayla? Non, mais bah si, c'est Kayla, non? Kayla? Cléa. Ah, Cléa, oui. C'est Cléa, Marquis. Exact. Elisabeth Dulot. Pour les... Moi, j'essaye d'amener de l'expertise dans ce podcast. Donc, Elisabeth Dulot. Gérard sera content. Voilà. Parce qu'il n'aime pas trop. C'est pour toi, GG. Non, bon, moi, vous connaissez mon amour pour la technique au cinéma, j'aime beaucoup. Du coup, le plan séquence du massacre de Gorman, là, il est exceptionnel, je trouve. C'est vrai, cette scène. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ah, ouais. Mon amour pour les plans séquences également, vraiment, j'ai adoré ce moment. Un plan séquence, c'est la scène préférée de Romain. Pour qu'une série soit bonne, il faut qu'il y ait un plan séquence. C'est vrai que déjà, il faut qu'il y ait un plan séquence. Non, vraiment, j'ai adoré ce moment. On sent vraiment la tension, en fait. C'est vraiment, tu sens la peur, tu sens que ça se passe pas bien, quoi. Tu sens que c'est vraiment la merde premier degré, quoi. Donc, plus le plan séquence qu'on rajoute, qui est bien tourné et tout. Et non, vraiment, j'ai adoré cette scène que je trouve vraiment exceptionnelle pour le coup.
Et puis Très, celle-là, très elle joue fort, vachement bien sur ce que tu disais plus tôt. En plus, t'es sur le côté l'Empire dangereux Ouais, parce que c'est clair. tu vois vraiment l'étendue d'à quel point ils sont insidieux, à set-up la rébellion pour s'en servir. Et vraiment, ils te le montrent en détail. Et tout le procédé, il est froid, il est méthodique, il est carré, il est efficace. Et même toutes les pièces qu'ils assemblent pour le faire sont pas au courant, mais sont un peu victimes de leur propre truc. Et c'est Ce moment, c'est rafraîchissant de voir un Empire compétent, quoi. Ouais, c'est C'est ça. ça, enfin. Chose qu'on Ouais. n'a jamais vue sur les 72 Star Wars précédents. Enfin, C'est c'est la clair. Star seule. Wars 3, c'est tout. Star Wars 3. Ouais, encore que. Le- En vrai, je trouve que le si. côté insidieux, vraiment pervers d'un empire et d'une dictature, tu le vois vraiment dans Andorre, quoi. Tu vois, il y a avec Ouais, le côté très communication, dicter la communication, Ouais, etc. surtout que l'Empire Ça fait jamais vraiment peur. C'est souvent même une vanne. C'est souvent des grosses merdes, quoi. Enfin, c'est Ils savent pas dans tous tirer. les Star Wars, quoi. C'est vraiment, t'as l'impression que c'est des monstres. La prélogie débiles, quoi. rattrape un peu quand même. Parce Oui, que t'as un la peu, fondation, et t'as un peu justement la mort de la vérité, il le cite, etc. Et toute la fondation du 3 et de l'avènement de Palpatine tourne autour de ça, qui est à l'intérieur, qui met en place tous les outils qu'il a besoin pour renverser les Jedi et prendre le contrôle de la République. Et ça commence là-dessus, et pour moi, c'est la grande force de la prélogie d'ailleurs. Mais Andorre le montre en beaucoup plus sale, quoi. Et ça marche très très bien. Ouais, mais oui, parce qu'ils vont un cran plus loin. C'est pas juste pampan et politique, c'est vraiment ce qu'une dictature peut produire de plus insidieux. Et c'est vrai que ça fonctionne bien. Et rien que le bruit du TIE Fighter, tu sais, quand tu l'entends, tu sens que c'est la merde. Tu sens que ça fait flipper tout le monde, en fait. C'est la première fois dans Star Wars, on l'a entendu 50 000 fois. Là, à chaque fois que tu l'entends passer au-dessus d'un village, tu vois, tu sais que c'est la merde. Ouais, Tu sais que c'est vrai, ça fait flipper tout le monde, en fait. Tu sais que c'est chaud, quoi. C'est vrai. Mais dans les flashbacks d'ailleurs cités, tu vois vraiment aussi le côté destruction massive, parce qu'ils sont en train d'annihiler littéralement un peuple, je crois, dans les flashbacks qu'on voit de l'épisode de l'hôpital. C'est très bien. Fois. Continuons sur cette lancée. J'aime bien, les segments vont vite là, on va faire moins d'1 heure, ça me plaît. Wow. Les moments qu'on a détestés, qu'on a trouvé complètement nuls et sur lesquels on s'est endormi peut-être. Alors normalement j'avais préparé un petit mais je le fais à la bouche, comme ça c'est vachement mieux. Romain, toi où est-ce que tu t'es endormi? T'as pas le droit de dire la saison 1. La saison 1. Et après, non, on en a tous parlé, mais je pense que l'introduction, l'arc d'ouverture, il est un peu trop long, quoi. C'est vraiment 2-3 épisodes un peu lents, mais voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est peut-être que on aurait pu réduire ça parce qu'il sert pas à grand chose en plus. C'est vraiment l'arc trop lent, quoi. Okay. Après, c'est vite rattrapé par derrière, mais au début, c'est un peu longué, quoi. Plutôt rompiche sur les premiers épisodes. Et c'est dommage. Pierre, est-ce que t'as un moment, Pierre, particulier où globalement, c'est ça, c'est le mariage et les trois pirates où ça tourne un peu en rond en mode on t'a capturé, t'es un pilote, mais tu sais qui on est, mais non t'es quand même de l'Empire, ça c'était un peu lourd. Et le mariage aussi, mais le mariage a quand même une qualité rédemptrice, et d'ailleurs c'est vachement discret, mais il y a le mec là qui arrive et qui a les comptes, je me rappelle plus exactement le contexte du 1, mais avec le blanchissement d'argent de la sénatrice, et qui est en mode non mais en fait j'ai vu des trucs qui me plaisent pas dans tes comptes, machin, je sais pas quoi, et ça, tu aurais pu penser que ça s'est arrêté, mais en fait, c'est un peu discret. Mais la nouvelle chauffeuse, c'est une des résistantes de Luthen. Ouais. Et en fait, il te le montre pas explicitement, mais il s'est fait buter. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est pas mal. C'est vrai que ça commence à montrer le côté un peu gris d'une résistance. Ouais. Donc, c'est pas mal. Ça a des vertus. C'est juste, ça a pris trop de temps, quoi. Benjamin, est-ce que tu t'es endormi à défaut d'avoir tiré une petite larmichette? Ou tu t'es peut-être endormi en pleurant, peut-être, qui sait. Oui, en tremblant dans mon lit en boule. Non, mais c'était... Globalement, il y a tellement d'endroits de la série. En fait, même que ce soit au début ou à la fin, il y a plein de moments où j'étais en mode, mais c'est pas possible, c'était chiant à mourir. Et pour citer des trucs qui sont plus vers la fin, le fait de voir Motma au QG de la Résistance, il prend toutes les décisions avec l'autre là. D'ailleurs, j'ai eu un doute, vous allez me corriger tout de suite. Le mec qu'on voit dans le QG de la Résistance vers les derniers épisodes, c'est Organa? Oui, c'est Organa. D'accord. C'est le père de Leia. Enfin, le père de... Okay. Donc, il faudrait qu'on m'explique pourquoi une résistance qui se construit justement pour lutter contre un empire, on pourrait imaginer qu'ils sont pas hyper méga fans du Sénat parce que ils ont échoué là où eux, ils essayent justement d'apporter quelque chose, les laisse prendre le contrôle total en fait des décisions qui vont être... Parce que c'est eux qui parlent, hein, c'est eux qui ordonnent ce qui va se passer, qui... Et je trouve ça vraiment spécifique. Enfin, là, à ce moment-là, j'étais un peu en facepalm, tu vois, en mode, et ça n'a pas de sens. Alors, si je peux me permettre pour avoir le point nerd du truc, le Sénat, pendant toute la période de l'Empire, ils ont maintenu une opposition contrôlée pour donner l'apparence d'un vrai système fonctionnel, même s'ils étaient en mode l'Empire, etc. Et il y a toujours eu, mais maintenu sous surveillance étroite, en
restreignant un peu leurs accès à l'information, etc., une partie d'une opposition vocale et claire qui était tolérée dans le Sénat de l'Empire. Et Organa et Motma en font partie, et c'est les deux plus grosses figures qui ont, toute la période de l'Empire, ont défendu les intérêts des planètes qui auraient voulu faire sécession, etc. Sachant qu'en plus, c'est après une guerre civile de la République où il y a plein de planètes qui sont pas du tout contents. Enfin, la galaxie de Star Wars, c'est un bordel pas possible où c'est facile de trouver des partisans. Et les sénateurs qui sont au cœur de toute cette politique, c'est les figures de proue de tous ces systèmes, de toutes ces alliances. Et c'est très, très naturel, et notamment pour Organa et Mothma dans le lore, qui sont très présents sur le devant de la scène de l'anti-impérialisme, de prendre la figure de proue de la rébellion et de rassembler autour d'eux, en fait. Ouais, ok. J'avais pas ce contexte-là. Ouais, ok. Mais, ouais. Non, mais oui, puis le fait qu'il doute de Cassian tout le temps, alors que le mec, c'est un soldat, c'est leur meilleur soldat. Enfin, il a toujours montré sa loyauté, son efficacité et tout. Et d'un coup, non, tu nous apportes des informations cruciales. On va penser que tu mens. T'es une petite salope. Allez, va dans ta chambre. Hein. Mais ta gueule, putain, ça n'a pas de sens. Fallait que ça dérape. Voilà. Est-ce que je peux poser une question question, bah voilà. la petite salope. Moi, je vais poser une question que je pense que tous les auditeurs se posent, parce que même moi, je commence à me la poser. Benjamin, dis-moi, est-ce qu'il y a une série que t'as déjà aimée dans ta vie? Je comprends pas, t'aimes rien. Oui, Wing Saga, il a mais c'est une dinguerie, t'aimes rien. Comment tu oses me dire ça, toi? Bah, non, mais il y a plein de trucs que j'ai aimé depuis le début de la saison. Lui, c'est juste qu'il pleure pas, c'est différent. On t'a pas demandé si t'avais des émotions. Benjamin, il y a aucun épisode où t'as aimé pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Mais si, il y a plein de séries. Il a adoré les bronzés. Ah bah ça, attention. Hein. Benjamin, Non, mais un jour, on fera un podcast. On fera un podcast sur Buffy contre les vampires. Vous allez voir. Mais il y a la nouvelle saison qui va arriver. Tu vas pas aimer, je suis sûr. T'inquiète. Le problème, c'est ça. Bah oui. Mais il y a. Oui, non, j'ai de mémoire de critiques biaisées. Il faudrait qu'on regarde dans les archives. Il aime mais rien. je sais pas s'il a déjà dit. C'est de la diffamation. C'est jamais arrivé. Un truc où il dit vraiment on va c'est regarder trop dans les bien. archives. Alors, ok. Il a aimé Lavaya, il a aimé The Witcher, il a aimé. A Silent Voice. Est-ce que j'ai été dans la critique? Oh, t'as dû sortir un truc à base de couteau de beurre. Non. Pourtant, c'était nul. Là, pour le coup, je te comprends. Bah, vraiment, je comprends pas. Mais non. T'as pas cette sensibilité, Romain. Bah, j'ai l'impression. Depuis que Romain, c'est cher, on passait une semaine chez Pierre. Non, c'était l'inverse. C'est moi qui ai passé une semaine chez lui. Son monde a lui. changé. Bon, ouais, très bien. Écoutez, très cool. Moi, je rajoute juste un tout petit truc sur les flops, quoi. C'est ce côté, toujours l'arc narratif où il faut que le héros, il ait un amour. Et que cet amour s'arrête, tu vois, c'est un grand classique, il ne faut pas s'empêcher de nous foutre ça. Et Bix, là, qui est là, qui est pas bien, qui est dans un appart toute seule, puis après qui se drogue et tout, ils en font que dalle. Ouais, et puis après, elle s'évanouit et à la fin, elle est enceinte, quoi. Waouh! Surtout, est-ce qu'on peut en parler quand même de Bix, qui la meuf à la base est une résistante, qui sait pourquoi elle a signé, qui a été préparée pour ça. Elle voit deux mecs mourir, elle est en mode « Ah, je peux plus ! C'est trop dur, putain de merde !» C'est ça arrive. De ouf, Mais non, mais alors ça, pour le coup, je elle sais a dû en voir elle est mal d'autres des utilisée. victimes avant. Mais elle montre aussi un aspect qui existe dans ce genre de lutte. Il y a des gens qui craquent. Il y a des gens qui pètent les plombs. Il y a le syndrome des tranchées. T'as des gens qui ont été entraînés toute leur vie. Et dès qu'il y a une bombe qui tombe, c'est terminé. Non, mais exactement. Le syndrome des tranchées. Mais là, tu vois, elle a vu des morts, on va dire, à petite échelle. Ouais, mais ça l'a contrôle pas forcément, je pense. Non, mais elle a dû en voir d'autres avant. Je pense que Pierre a raison. Je pense que ça évoque ce côté sensibilité qu'on voit pas et qu'on montre pas, dont on ne met pas d'éloge, tu vois. C'est pas Rambo. Je trouve ça, c'est le seul truc qui est bien, en vrai, qui montre. Après, la romance est naze. D'accord. Oui, la romance c'est à chier, mais après le fait. Surtout qu'elle est superflue. Ce Tajin Erso qui arrive dans Rogue et tu vois à la fin qu'ils sont un peu gênés en mode qu'est-ce qu'on fait d'elle? Ah, bah elle est partie. Et effectivement, c'est maladroit. Ah mais oui. Bah ouais, ça finit sur un bisou de mémoire en haut de la tour avant que tout pète, je crois. Donc, mais clairement, ce que j'ai aimé, et ça rejoint parce que ce que t'as pas aimé justement de Bix, c'est un peu ce que j'ai aimé, c'est ce côté exploitation de ce qu'on ne dit pas de la résistance et de tout ce qui se passe derrière les héros, etc. Il y a une réalité du terrain qui est difficile. C'est que des humains derrière et ça montre ce côté un peu friable, cette sensibilité particulière. Donc moi ça j'ai un peu aimé. Est-ce que ça se tient dans un scénario? Peut-être pas, tu vois. Enfin dans ce scénario en particulier, mais je comprends ce qu'ils ont voulu montrer, tu vois. Donc ça m'a pas gêné. Par contre, bon, la romance, comme d'hab, faut qu'ils arrêtent avec les romances à Noël. Mais bon. Continuons. Ouais, vas-y Pierre, peut-être dernier. Je vais faire un dernier point avant de switch. Sur Benjamin ou pas? Sinon, tu pas la peine. Non, c'est pas sur Benjamin. Vas-y, Thomas. Mais il y a un truc, moi, qui m'a un peu gêné dans la série dans son ensemble. C'est vraiment pour pignoler, par contre, parce que c'est un détail.
mais c'est un truc que j'ai un peu à cœur avec Star Wars en général. Pinaillé, je pense. C'est sur la pinaillé, exactement, Allez, pinaillé. Gérard va Mais nous dire c'était un truc, test, c'était un Allez, test, parce il fallait que- rien dire, c'est pour voir si voilà quelqu'un les reprend. Bah, Gérard, il va reprendre. C'était du c'est sûr. rage bait, de l'engagement bait. Non. Il y a Ça, un j'aime, truc avec ça, Star j'aime. Wars auquel moi, je suis assez attaché, c'est la direction artistique et c'est l'esthétique générale que dégage Star Wars depuis le début. Et il y a un truc où majoritairement, ils le réussissent quasiment parfaitement, mais je trouve qu'ils font beaucoup trop de trucs directement comparables à chez nous. Tu vois le diaporama qui tombe, tu as les journalistes avec leur petite caméra et bienvenue Breaking News, CNN, etc. Et là, c'est un truc que j'aime pas trop voir dans Star Wars et qui est la vision originale d'ailleurs de Lucas dans la première trilogie et qui voulait à tout prix éviter d'avoir des parallèles réels et voulait faire que ce soit clair, que ce soit un autre univers. Et moi, ça me sort un tout petit peu quand il y a des trucs où clairement tu reconnais le parallèle à un autre univers. Ah bah, du coup, t'as pas dû aimer toute la scène sur Gorman où tous les résistants ont un accent français à couper au couteau. C'est voulu. Hein. Et clairement, c'est la résistance Mais c'est française. voulu, hein. Ils sont Oui. dans une planète qui est Non, connue oui, mais pour ça, la c'est une allégorie mode. plus large. Moi, ce Ouais, que mais j'aime tu pas, vois, c'est les c'est- trucs qui sont très directement comparables. C'est quand tu vois des Vespas de l'espace dans Mandalorian, c'est quand tu vois les Ouais, ça, tirs c'est de bizarre. diapos et les publicités des années 50. C'est quand t'as CNN et Fox News qui font des fake news devant le truc pour l'Empire. C'est les trucs qui sont trop identifiables. Parce que des allégories, il y en a partout. Enfin, l'Empire, c'est les nazis. Saw Gerrera, c'est Che Guevara. Enfin, t'as plein de trucs comme ça. Donc, Ah, au mais final, très relatif à notre monde et qui coupe ce Ouais. côté, c'est clairement un autre univers. Quoi. Bah ouais. J'entends. il Ah, j'avais voulait la pas de réflexion. fermeture éclair parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair dans cet univers. Il y avait vraiment plein de trucs qu'il a essayé de Hmm. faire pour que ce soit le plus différenciable possible. Ok, super intéressant. Moi, j'avais pas la ref, mais c'est vrai que depuis les nouveaux entre guillemets, après les trilogies Non, non, principales, c'est vrai qu'il y en a énormément quoi. Ok, très cool. Bah avançons les amis et parlons un petit peu du cast. Je serais très intéressé de savoir ce qui a marché. Moi, pour ma part, je vais commencer. J'ai adoré du coup la prestation de Lucen, enfin du personnage Lucen qui s'appelle Stellan Skarsgård. J'espère que je le dis correctement. Pas du tout, je pense. Et on l'a pas cité tout à l'heure. Vous avez cité les deux persos préférés avec Leia aussi. Moi, celle que j'ai adorée et j'aurais aimé d'ailleurs que l'arc il soit vachement mieux développé. Ils ont essayé de le faire, mais ils l'ont un peu gâché. C'est celle de Dedra Meero, qui est l'actrice Denise Gouge. Et l'actrice est formidable. Quoi. Je la trouve ouf. Je trouve qu'elle a ce côté froid. T'arrives pas à la lire, tu sais pas vraiment où elle va. Et je trouve que ça marchait trop bien pour quelqu'un de l'Empire où t'arrives pas à le lire, quoi. Elle est terrifiante pour moi, tu vois. Et j'aurais bien aimé. Ils ont essayé de l'humaniser avec une relation aussi amoureuse qui était à chier. Et c'est ça qui marche pas très bien. Enfin, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais ça marche pas. Par contre, j'ai adoré sa prestation et cette actrice, je l'ai trouvée trop ouf dans ce rôle-là, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Ouais, du coup, quels sont vos persos préférés, Romain? Non, moi j'ai bien aimé Diego Luna, mais c'est un acteur que j'aime bien, qui joue Cassian du coup. Là, il le joue vraiment bien. Je trouve que vraiment, il a une vraie intensité. Tu sens le poids des choix et des pertes en fait quand il fait quelque chose. Quand il y a une action à faire, tu sens qu'il y a vraiment un choix à faire qui peut perdre des trucs. C'est pas le héros lisse qu'on voit d'habitude. Là, vraiment, tu sens le gars complètement broyé par tout le système. Quoi. Tu sens que qu'il est dans un rouleau compresseur de rébellion et il s'en sort comme il peut, tu vois, comme un gars. Il est encore meilleur. Comme un gars normal, quoi. Il est meilleur dans cette saison que dans les saisons, Oui, dans la carrément. saison d'avant, je trouve, et même dans Trop fort. Rogue One, je le trouve très fort. Franchement, il Très, est très monté en fort. puissance, ça c'est vrai. Il fait vraiment une super saison, quoi. Putain, on dirait un joueur de foot, quoi. Franchement, Diego Vivement Luna, le mercato, super, Ce qui nous a manqué là pour gagner contre Ajax. Bon, il a manqué de réalisme, mais bon, il n'a pas conclu, et ça a fait l'étoile de la mort, hein, putain. Bon, et Benjamin, et toi, ton mercato. Eh ben écoute, et Thomas. Non. Eh ben con. J'adorerais un épisode de Critique Biaisée comme ça. Ça me rendrait très heureux. Je tiendrai pas. Sur On la fait durée. tous un accent différent, Born. Oui, c'est ça. Benjamin peut faire un excellent accent italien, sachez-le. Tu fais des bons accents. Il est incroyable. Pardon. Incroyable. J'attends de voir. Moi, Vas-y, je fais le Benjamin, super du accent. coup, ton mercato. L'Écosse. Moi, j'ai bien aimé la prestation de l'actrice qui joue Cléa, du coup. Puisque je Voleur. trouve juste. Bah ouais, je suis désolé, mais ce côté. En fait, elle a ce côté froid, justement, qu'on retrouve avec le personnage dont tu parlais tout à l'heure, mais qui en même temps a plus de profondeur, je trouve. J'ai oublié le nom du personnage d'ailleurs qui est joué par. Cléa. Non, l'autre, c'est de la blonde. Dedra Meero. Dedra Dedra Non, l'autre résistante. Non, Dedra, ouais. La cousine parles de de la qui sénatrice. Dedra, c'est de celle que Thomas Non, parlait je crois tout à qu'il l'heure, parle de l'actrice de White Lotus. Mais Et ça suffit, pour Dieu. Mais non, tu parles de parle, je la comprends. cousine de la sénatrice qui aide dans la rébellion. La blonde qui, au début. Non, la blonde qui est non, dans celle dont je l'Empire, tu parlais, sais. moi, je pense. Ah, tu parles du temps. Dedra.
Et j'ai dit Dédra, il a dit de non. l'Empire. Là. Oui, Non, mais mais on l'a si, dit j'ai 3 dit fois. oui. On l'a dit 5 fois même. Non, mais Ouais, bienvenue dans mais, Critique Biaisée, un épisode où on parles de prépare qui, du coup, effectivement Benjamin les saisons et Mais- où Bon, c'est mon dernier épisode de jeu d'émission. Voilà. Ah yes. Et, Enfin, On a t'as une réussi, place ça du y coup est. si vous voulez Oh, venir. allez. postuler. bah, tu sais quoi, je vais faire exprès de parler pendant 20 minutes juste pour t'emmerder, Thomas, juste pour qu'on Oh non, dépasse là. putain, j'avais dit qu'on faisait moins d'1 heure. Allez, Benjamin, c'est Voilà. Cléa, elle est géniale. Wouhou. Non, parce que Dédra, elle est froide et tu la lis pas, mais en même temps, tu sens qu'elle a que ça derrière. Enfin, Ouais. les scènes où elle fait où elle est en mental breakdown, Du breakdance. je n'y crois pas en fait. Ah, ouais, si, Ça nous a si. fait du breakdance. En mental breakdance, ouais. Non, j'arrive pas à y croire, tu vois. Pour moi, elles sont pas exploitées, elles vont nulle part. Ouais. Là où Cléa, tu sens qu'il y a quelque chose derrière. À chaque fois, ses émotions, elles transparaissent un tout petit peu juste qu'il faut pour donner de la profondeur au personnage. Et vraiment, je trouve Ouais. ça vraiment super bien. C'est cheaté, ils lui ont mis un flashback à Didra, elle a même pas besoin de flashback quoi. Bah, attends, elle a pas Tu besoin parce vois. qu'elle a pas de passé, elle a rien. Elle est là. Je suis méchante. Mais oui, mais Voilà. c'est tout l'essence du personnage. Mais c'est le but du personnage. Dédra, elle est là pour être l'incarnation de l'Empire, car rien d'autre. Elle, sa vie, c'est d'être C'est ça, l'outil de exactement, l'Empire. ouais. Son but, Ouais. c'est d'être ce qu'on a créé, parce que elle, c'est une orpheline, elle a grandi dans une école de l'Empire. Elle est là pour être un outil, et c'est la seule aspiration qu'elle a, et elle le rend bien, je trouve. Elle le rend très bien. Et donc du coup, Pierre, toi c'est Cléa, hein, mais tu vas nous trouver Bah un ouais, autre, moi aussi, c'est Cléa. un autre acteur, une autre actrice. Pour... Mais non, Alors, mais bah, moi aussi, c'est Elisabeth Dulot, du coup, et Ah, Cléa, merci. parce que effectivement, je suis complètement d'accord avec le côté de la profondeur de son personnage. T'as vraiment cette espèce d'impression qu'elle est effectivement froide, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que c'est celle qui maintient un masque et peut-être le plus solide, et qui, avec Lufen, qui lui a fait ça depuis tellement des années, qu'il est en train de s'effondrer aussi à la fin. Et c'est elle qui le porte, en fait, et tu te rends compte, parce que sur la fin, il arrête pas de faire des petites erreurs ou de s'attarder sur des choses débiles. Et c'est elle qui cadre un peu le truc, et qui, au final, c'est un peu elle qui take care de Luten, quoi. Et tu vois ce poids sur ses épaules, et à la fois la performance qu'elle donne vis-à-vis de ça est assez incroyable, quoi. Enfin, moi, elle m'a bluffé, et dans les derniers épisodes, elle vole complètement la vedette du show. Ah ouais, ok, tant que ça. Moi je l'ai trouvé justement too much sur la fin. Son switch de caractère, je l'ai pas compris, et je le trouve assez mal écrit. Où elle est totalement en maîtrise quand elle va sauver Luten, elle est complètement désemparée quand elle se prend une flashbang. Ouais. Et je trouve que Ça désempare les flashbangs. Hein. Ouais, non, mais d'accord, mais genre, elle est sur une autre planète, elle est soignée tranquillou dans la jungle, et elle est toujours un peu en mode, ah, ça y est, je suis paumé, comme si elle venait de se faire assommer juste avant. Je trouve que ils l'ont fait trop switcher trop vite, pour le coup. Je peux comprendre ce côté, la pression retombe, et il y a quand même son mentor, / père qui est mort et tout, mais je sais pas, j'ai trouvé ça assez brouillon, c'est la sur bouteille, cette transition. justement. En fait, elle a tellement tout bottle in, et le moment où ça y est, elle a fait ce qu'elle devait faire, bah, tout explose, quoi. Ah, Moi, okay, je trouve ça réaliste. C'est ce que j'attendrais de ce genre de personne, de voir une fois que la pression retombe, t'es mou comme une crêpe, quoi. T'es plein. Non, mais ok, ouais, non, ça s'entend, ouais, clairement. Je vois. Et toi, Romain, je crois que ah si, t'as Déjà donné dit. ton avis. Toi, Diego Luna, c'était Diego. On n'en parle pas, mais le mec qui joue Kyle là, il est pas mauvais. Enfin, il est quand même pas mauvais dans ce côté hyper pathétique là. Le mec d'Edramio là. Le côté, c'est vraiment un mec hyper pathétique, tu vois. Mais c'est assez fascinant parce que du coup, il est vraiment dans ce rôle de mec vraiment naze, quoi. C'est vraiment. Et qui essaie quand même d'avoir des remords à la fin, mais t'y crois pas. Avec sa mère qui est horrible. D'ailleurs, je m'attendais que Benjamin imite la mère, il y a rien. Benjamin. Non, parce que je me suis posé la question, mais je sentis que j'allais pas y arriver. Pas dommage. Ah bah, des fois, faut s'avouer vaincu, hein, j'entends. Bon, ouais, très cool pour le cast. On a un peu mentionné la direction artistique. Pierre, tu l'as survolé tout à l'heure, avec notamment les choix qui ne devaient pas être contemporains. Il y a quand même clairement une différence aussi dans les scènes, mais ça, c'est dans Star Wars de manière générale. Mais je le trouvais assez stylé sur quand l'Empire très chromé, très noir et blanc, etc. Et la rébellion toute pleine de couleurs, etc. Mais Andorre à chaque fois. Je trouve qu'il y a des jeux autour des couleurs qui sont assez intéressants. Je sais pas si vous avez des avis là-dessus dans les innovations visuelles que vous avez. Je trouve qu'on a vraiment un côté brut sur cette série, un côté quasi documentaire, tu vois. C'est ça donne vraiment une crédibilité à l'univers, parce que d'habitude c'est vraiment t'as l'impression que t'es à Disneyland. Donc là pour le coup on est loin des décors lisses et plutôt numériques des autres Star Wars, je trouve. Du coup j'ai vraiment aimé. Et on parle de direction artistique, j'ai adoré Gorman, ce qu'ils ont fait de Gorman. Je trouve ça trop fort. Vraiment la langue inventée inspirée du français. Ouais. Du coup le réalisateur est fan de la Résistance. Pour info, il adore ça, vraiment. Il y a une série française qu'il adore qui parle de la Résistance. Il s'est vraiment inspiré de ça à 100%, les fake news, tout ça. C'est vraiment inspiré de la Résistance française.
Et il a voulu une langue qui se rapproche du français, totalement inventé du coup. Et c'est vrai qu'on a ce qui était ton perturbant français. d'ailleurs. Ouais, c'est fou. Ouais. En fait. C'était T'avais l'impression perturbant. d'entendre des Et Français. il expliquait très, d'ailleurs très, que très il y a étranges. du coup, il a recruté du coup 3-4 acteurs français exprès Ouais. pour jouer ça, et que du coup, il expliquait que en dehors des scènes, les Français commençaient à se parler comme ça en fait. Avec la langue inventée. En fait, ils jouaient avec le truc, ils avaient vraiment inventé marrant. des mots, ils discutaient comme ça, quoi. Je trouve ça trop fort, quoi. Ah non. Mais vraiment, J'adore Gorman, ces je trouve langues qu'il a inventées fait dans un les œuvres. super taf. Vraiment, il y a vraiment, c'est fort, quoi. Ouais, Ouais. pour le coup, c'est jusqu'au boutiste et c'est assez chouette. Moi, Ah ça m'a ouais. fait marrer. Et en plus, tu cites ça. J'ai regardé la série sur Apple TV Plus avec Ben Mendelsohn, le gars qui est le grand méchant là dans Kennick. Kennick. Et en fait, il joue dans The New Look sur Apple TV Plus, qui est une série sur pendant la guerre sur la France, enfin la résistance française. Et lui, c'est un tailleur de prestige. Il est contemporain des Coco Chanel, etc. Et c'est le même gars. Et ça m'a fait un problème de cerveau de voir ces deux personnages, parce qu'il est très touchant dans The New Look, qui est pas une série que je recommanderais en particulier parce qu'elle est un peu à chier, mais ça fait partie des petits trucs que je me fais de temps en temps pour vous dire de regarder ou pas. Bon, celui-là, le regardez pas forcément, mais il y avait des trucs intéressants, notamment cet acteur, et ça m'a fait rire de le voir là. Voilà, petite aparté. Est-ce que vous avez d'autres procédés visuels, les amis, que vous souhaitez mentionner? Benjamin, Pierre, peut-être Je me suis moins attardé là-dessus. Ouais, au niveau de la DA, moi j'ai pas vu grand chose. Pour moi, c'est la formule Star Wars en fait. C'est l'espèce de recette magique un peu. C'est la mayonnaise maison, puis tu la balances et ça fait Star Wars. Par contre, c'est vrai que c'est joli, c'est joliment filmé. Il y a rien à te dire en fait, tu vois. C'est propre. Moi, je dirais que c'est propre. J'ai rien qui m'a marqué spécialement. Par contre, c'est vrai qu'il y a un moment donné, vers la fin, je me suis quand même posé une question. Quoi Star Wars en fait? Visuellement, c'est quoi Star Wars? Parce qu'il y a des moments où je me disais, cette série, si jamais je lui enlève le titre, enfin, tu sais, la licence Star Wars, comment je sais que je suis dans Star Wars Avec en fait? les vaisseaux, les TIE Fighters, c'est ça. les droïdes. Il y a les vaisseaux. Ouais, mais t'as les droïdes vaisseaux et et tout, droïdes. c'est quand même assez marqué, quoi. Mais Non, c'est identifiable. Bah quand ouais, même, c'est marqué Star quand Wars. même. bah, visuellement, si jamais t'enlèves en fait 2-3 éléments, Arrête. et vraiment, je pense que 2-3, j'arrive pas vraiment. Tu t'enlèves tous les vaisseaux, tous les droïdes. Oui, Non, c'est mais sûr, c'est une autre série. Non, mais Ouais. ça pourrait être autre... Non, je suis d'accord, moi. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait non. très vite être autre chose. Ah bah si, Ouais, clairement. c'est ça. Mais En non, fait, mais on est sur la limite. Je vous montrerai en Y a dehors, pas mais de- vraiment la première image de la saison 2, vraiment la première image, n'importe quelle personne dans le monde sait que c'est Star Wars. Je vous jure, Ah, on mais voit un TIE oui, non, mais Fighter, est-ce que- on voit un droïde, Non, mais c'est c'est sûr. dans un hangar, c'est Oui, ça. oui, on non, s'en mais fout. C'est sûr, mais tu peux il les part changer. hors des procédés, des procédés classiques de Star Wars, de la planète du Destroyer, ça effectivement. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'il y a 2-3 points qui sont assez identifiables dans la SF version Star Wars. Et c'est ce côté technologique, pas vraiment rétro-futuriste, mais côté archaïque. Oui, c'est archaïque de Mais fou. Avec la ultra radio. fonctionnel. Ouais. Même Ouais, dans ouais, c'est l'ordinateur, ça. quoi. T'as une vieille radio, Ouais. t'as des gros écrans, T'as des jeux on Minitel, dirait ouais. des LED, enfin voilà, et tu te retrouves avec des planètes où t'as l'impression que c'est le Moyen-Âge, mais d'un coup t'as des taxis qui volent, des trucs comme ça. Et ça, pour moi, c'est la patte Star Wars, c'est le côté médiéval futuriste presque, même à Un certains peu, un peu technologie crasseuse, quoi. Un peu, enfin, ce côté un ouais, peu. ouais, genre pas cyberpunk ou pas. Enfin, c'est dystopique, mais c'est pas purement dystopique. C'est pas le centre du truc parce que Coruscant c'est ultra avancé. Mais t'as vraiment cet aspect. Ouais, c'est ça où t'as pas. Tu vis pas dans la technologie tous les jours. Ça fait partie du quotidien, mais c'est pas aussi omniprésent que dans le reste de la SF que tu vois. C'est bien la patte Star Wars, je suis assez d'accord. Et moi, à chaque fois, je peux pas empêcher de me dire, ils ont des droïdes sentients et ils arrivent pas à avoir un ordinateur, à avoir C'est ouf. la cam des gens qui sont en train d'intervenir quand l'Empire intervient dans l'appartement. Je me suis dit, putain, mais ils voient des petits machins, des petits pixels, et à côté, t'as un droïde sentient, quoi. Je me dis, c'est ouf. où la technologie a foutu le camp? Et il y a pas trop de réponses dans l'univers de Star Wars, je crois, contrairement, par exemple, à Dune, où pour le coup, la technologie est bannie et on sait pourquoi. Et c'est là où je trouve ça assez génial quand j'arrive à reconnecter des points. Tandis que là, Star Wars, pour le coup, ça fait partie de l'univers. Je suis complètement d'accord, c'est très identifiable par ce biais-là. Mais je peux pas empêcher à chaque fois de me dire, mais putain, pourquoi ils sont encore avec ces putains de radios avec des câbles C'est vrai alors que qu'ils c'est sont ouf, des droïdes sentients, quoi. Passons déjà 48 minutes, donc du coup je vais accélérer les amis. Voilà, aujourd'hui je me permets, je veux absolument pas faire 1 heure de podcast. Donc on a parlé un peu de l'écriture. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Donc à moins que vous ayez quelque chose, faites un cri de Willem si vous avez quelque chose à dire sur l'écriture. Quel Allez-y, enfer. c'est maintenant ou jamais. Allez Pierre, vas-y.
Ah non, ah si c'était en Ah si, envers. c'était pour J'ai dire, cru que c'est pour il y dire. avait Ah non, rien à bah, rajouter. voilà, t'as pas le choix. T'es piégé, t'es piégé. Ah Attends, zut, Mike. bon, je suis obligé de dire. Alors White Lotus, c'était vraiment de la merde. Regardez pas, franchement, ça vaut pas le coup. C'est nul à Tiens, je vais te chier. retrouver White vraiment. Lotus bashing. Non mais très bien. Je pense que l'écriture, on a parlé de l'espionnage, on a tous dit plus ou moins pas mal de choses là-dessus. Donc, chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez envie de plus sur l'écriture, écrivez-nous. Voilà, c'est tout. Et nous allons conclure en parlant de la rébellion. Parce que voilà, la dernière fois, on a parlé de l'Empire romain et aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va parler de la rébellion. Et justement, on l'a beaucoup mentionné, on voit le behind the scene d'une rébellion. En plus, tu as mentionné, Romain, que le réel était fan de la résistance française, etc. Et on voit en profondeur, via un biais Star Wars, science-fiction, etc., l'impact que peut avoir ce genre d'événement majeur et l'impact sur une vie. Et la question que posait Pierre, d'ailleurs, c'était est-ce qu'on est allé un cran trop loin dans les personnages? On voit beaucoup de gris, ce qui est ultra intéressant, et ce qui est, je pense, le propre de ces moments très difficiles. Mais est-ce que, par exemple, Luten est un personnage concret, réel, qu'on pourrait retrouver? Il est prêt à tous les sacrifices. Est-ce que ça va trop loin? Est-ce que So Guerrera, ce guerriero un peu taré, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose ou est-ce que c'est une caricature, tu vois? Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de cet axe-là que moi j'ai trouvé brillant parce que c'est l'essence de la série, mais est-ce que ça va trop loin? Pierre, je te laisse le micro, vu que tu en parlais en premier. Alors, pour juste reprendre sur un aspect, c'est que moi j'avais pensé cette question plus sur l'aspect de la morale, mais pas de l'apport au show. Parce que il y a des figures comme ça dans le lore de Star Wars. Enfin, So Guerrera, il existe depuis un moment et c'est son stick à lui. C'est le mec, il tue des civils, il torture des gens, c'est une ordure, mais il le fait pour une bonne cause. Et quand tout le monde lui dit tu desserres, il dit non mais continuez avec vos bonnes méthodes et quand l'Empire vous aura tous tués, vous pourrez me dire que vous vous êtes battus proprement, quoi. Et c'est son truc à lui. Et là, ils mettent l'accent plus avec Luten, etc. Et moi, j'aime beaucoup, justement, et je trouve que c'est important de montrer ça parce que t'as vraiment tout cet aspect des trois films originaux où t'as les rebelles héroïques qui sont à l'antithèse de toutes les valeurs de l'Empire. Et je pense qu'on sait que dans la réalité, ce genre de mouvement, même s'ils sont sur des bonnes intentions, il y a toujours du sale, il y a toujours du mal nécessaire, il y a toujours du dirty work, des témoins, des trucs comme ça. Et là, il le montre bien. T'as l'impérial qui l'a aidé, même si tu sais qu'il a fait des merdes, il veut juste se barrer avec sa famille et lui, il a pas le temps. Il peut pas prendre un risque, il a une info trop importante. Qu'est-ce qu'il fait? Il le bute. C'est moralement questionnable. Le mec a rendu un énorme service à toute la galaxie, mais tu peux pas prendre le risque. Et c'est bien de montrer ça, justement, je trouve. J'aime bien quand ça te prend aux tripes et ça te montre le nitty-gritty du truc, quoi. Ouais. Et sur cette question morale, du coup, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est ce côté, tu vois la morale derrière la résistance, pas qu'au niveau des personnages, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a une contraste, en fait, entre la rébellion Guerrera et la rébellion de Luke ou de Organa, etc. Il y a vraiment cet aspect de ceux qui sont présentables et ceux qui le sont pas, quoi. Ouais. Et toi, Benjamin, est-ce que ce côté rébellion, ça t'a amené des choses? Tu l'as parce que tu t'es beaucoup focus dans ton avis sur l'espionnage, un peu moins sur le côté rebelle qu'on voit aussi du coup dans Gorman et qu'on voit dans la rébellion, la naissance de la rébellion. Est-ce que toi, ça t'a apporté des choses? Non, en fait, j'ai eu du mal avec la façon dont ils ont écrit leur rébellion. En fait, j'entends, tu vois, que ce soit pas des mouvements structurés comme veut l'être justement l'Empire, tu vois, qui est très très structuré, très en règle, etc. Mais il y a des moments où je comprenais vraiment pas ce qui se passait au niveau des prises de décision, de comment ça s'emboîtait. Pour moi, l'épisode Gorman, il y a plein de moments où j'étais en train de me dire, mais pourquoi vous faites ça? Ça n'a pas de sens. En fait, il y a des moments où je trouve que la rébellion, elle est là parce que tu comprends, il faut qu'on soit des rebelles. Ils se posent pas de questions, il y a pas de big picture, tu vois, il y a pas de ah je vais avoir 2 coups d'avance. Un rebelle, et notamment parce qu'en plus la scène de Gorman, elle se passe un peu elle est complètement dans cette période qui a 39-45. Bah, c'était justement pas des gens qui faisaient des coups sans prévoir ce qui allait se passer derrière. C'était des plans qui étaient assez, c'était des actions guérillas, des actions suicides. Là, non, Mais c'était non, là, t'es pas dans le Non. vrai pour le coup. Je suis désolé, je te coupe, mais Je suis pas d'accord. moi, j'adore la résistance de la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, j'ai lu énormément de choses. C'est quelque chose qui me fascine. Il y avait plein de groupes isolés qui faisaient des trucs pour faire quelque chose. Il y a Oui. plein de moments où il y a pas de vrai. Des fois, c'est du juste fighting. désordonné. C'est comme ça en fait. C'est. des groupes de guérillas, je Propre pense que d'une je disais. En fait, t'as des moments où t'as des groupes de gens Mais qui vont clairement ils faire une réfléchissaient action pas coup de forcément poing. à 2 coups d'avance. Ils réfléchissaient au moment présent, tu vois. Et c'est vas-y, on attaque. C'est comme ça. C'est. Ils ont pas le luxe d'être aussi Tu peux organisés pas t'organiser que comme ça en fait. Non, pour les petits groupes, j'entends parfaitement, et notamment sur des trucs plus ponctuels. Mais tu vois, le QG de la résistance, un truc comme ça, pour moi, j'attends d'eux. Je pense, peut-être je peux me planter complètement.
Mais pour moi, justement, le centre opératoire du truc doit avoir ce côté un peu plus quand même, on planifie, Ils essayent. ils essayent, mais je sais pas, j'ai jamais ressenti ce moment-là justement où je me suis dit la rébellion, elle est à la hauteur de l'Empire. Pas au niveau des moyens, mais au niveau de l'intellectuel, tu vois. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs aspects, justement, parce que là, et ça montre cet aspect de groupe, parce que tu as la rébellion du côté de Luthen, du côté de Moff Ma, etc., qui essaie d'être plus structuré, d'être plus brainé. Luthen, tout son plan et tout l'impact qu'il a eu sur la rébellion est absolument monumental. Mais à côté, tu as les groupuscules qui ont été les idiots utiles de l'Empire. Et ils ont essayé de faire ce qu'ils veulent, mais ils étaient là émotionnellement. Luthen, il était détaché de tout. Il était là pour gagner. Il voulait gagner. Il n'avait pas d'émotion. Et eux, ils étaient là parce que leur planète était attaquée. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es impliqué émotionnellement ? Mais tu fais des conneries. Tu réfléchis pas. Il y a plein de gens, et tu le vois avec l'épisode où l'autre il prend un pistolet par pur orgueil et qui bute la nana de, je me rappelle plus son nom, mais et il l'exemplifie bien. Ils sont là pour être les idiots utiles de l'Empire. Ils ont été manipulés, ils ont été fomentés sur le tas, et ça a craqué, ça s'est mal passé. Je trouve que pour le coup ça marche assez bien, parce que ça, encore une fois, ça montre une certaine profondeur sur la réflexion d'une résistance, et je suis assez d'accord. Pour moi ça fonctionne. J'entends aussi le côté intelligence, etc., mais c'est dur à comparer, je pense, parce qu'il te montre un empire pour le coup qui a une hégémonie totale, donc en fait qui est dans la position du puissant. Et t'as envie d'avoir peut-être un contre-pouvoir aussi important, mais la réalité c'est que c'est rarement le cas, je pense, dans l'histoire, quoi. Mais bon. Romain, toi peut-être un dernier élément sur cette rébellion, grand fan de la résistance. C'était quoi la question déjà, je sais plus. C'était putain, le mec se perd. Non mais je réponds à Benjamin. Voilà. Non, c'était quoi, est-ce qu'on peut lutter contre la tyrannie proprement ? C'est ça la question de Pierre, du coup, à la base, c'est ça ? Ou non, c'est ce que tu penses du réveillon. C'est le réveillon. Vas-y. C'est quoi ton meilleur réveillon, Romain ? Mon meilleur... Non, mais sinon, je sais plus, du coup, qu'est-ce que je vais dire ? Est-ce qu'on peut lutter sans se salir les mains ? Ouais, je pense que si c'est ça la question, voilà. Je pense qu'on peut, mais que du coup, il y a forcément autre chose qui va avoir un coût, tu vois. La non-violence, ça a un coût aussi, psychologique. Enfin, t'as un prix à payer autrement, de toute manière. Donc, après, je pense qu'Andorre le rappelle bien, et ils essaient en tout cas de le rappeler, c'est que la vraie victoire, c'est de pas ressembler à ce que tu combats, tu vois. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essaient de pas ressembler à l'Empire, c'est le principe. Je pense que c'est vraiment le principe de la lutte contre la tyrannie, du coup. Pas ressembler à l'oppresseur. C'est très beau, mon Romain. J'aime beaucoup. Là, je vois je te connaissais pas, tu vois, résistant de cœur. Ça me fait très plaisir. Il est en train de pleurer, là, non? Moi, j'ai une larme. Pour la première fois. Les amis, on est à 56 minutes. Donc, nous allons nous arrêter là. Nous allons teaser, comme à notre habitude, sur la prochaine série de Critiques Biaisées. Regardez-la. Encore une fois, Critiques Biaisées est conçu pour regarder avant d'écouter. Donc, je vous laisse apprécier la présentation de notre prochaine série à regarder dans 15 jours. Benjamin, donne-nous ta petite touche magique. Évidemment. Est-ce que je vais prendre plus de 3 minutes pour le faire? Non, écoute, on va parler de The Last of Us dans 2 semaines. J'attends avec impatience de voir si la série tiendra uniquement sur un épisode pour construire son brio, ou si on va encore se retrouver dans un truc qui est OK sans plus. Oh. Ok, analyse mitigée. Merci beaucoup. Et sont les blagues? J'ai pas rigolé. Sois drôle, Benjamin. Fais-moi rire. J'ai dit le mot cul dans les 4 premières minutes. Ça suffit pas. Il a tout donné au départ. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. Laissez-nous des commentaires, likez, partagez. Et à bientôt. Ciao. Salut.